Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette critique de Glass, un film qui est en salle depuis ce mercredi 16 janvier et qui vient conclure cette improbable trilogie que personne n'attendait vraiment, qui avait commencé avec Incassable et qui s'était poursuivie avec Split. Et sachez que mon propos sera agrémenté des réponses que j'ai pu obtenir de M. Night Shyamalan en personne lors de l'interview qu'il a pu m'accorder, oui je sais, hein, c'est la classe, et je vous conseille très vivement d'avoir vu aussi bien Incassable, un film vraiment formidable, que Split, un bon film également, avant de regarder cette vidéo, même si je m'efforcerai de ne pas trop en gâcher l'intrigue dans cette critique. Glass est un film qui va diviser et qui divise déjà, il suffit de voir les premières réactions. Je commencerai par un avis d'ensemble sans gros spoiler avant d'entrer dans le détail de ce qui fait polémique. On peut dire que Glass se situe encore une fois à la rencontre de deux genres, celui du film de super-héros et celui de thriller, sachant qu'il reste quand même majoritairement un thriller qui va porter un propos analytique sur le genre super-héroïque. Et voilà justement ce que M. Night Shyamalan avait à dire sur le concept de genre et la façon dont il les mélange justement dans ses films. Yeah, genre essentially is framing, right? It's letting you guys know what to expect. So, and when an audience has a sense of where they are, they feel comfortable. When they don't, they detach or they feel the movie is slow. So genre helps you to frame, and by breaking genre, you have to be very careful because you break it and suddenly they don't know where they are is a bad thing. But if you can like dovetail a second genre in and give another framing, it's a beautiful thing. And I have found that being scared helps you be emotional, making you laugh, makes it, easier to be scared, that these things all help each other. Pour le spectateur, je dirais que Glass est une expérience assez intrigante. Le film semble être composé de 3 actes, chacun étant surtout porté par l'un de ses personnages principaux. Le rythme du film et son propos empruntent davantage à Incassable qu'à Split, dans la mesure où Glass prend son temps et porte un discours méta sur les comics, en s'intéressant à ce qu'impliquerait la traduction de l'existence de véritables super-héros dans notre normalité. Parfois, et heureusement, on retrouve un peu de ce qui fait d'Incassable un grand film. C'est notamment le cas durant tout le premier acte qui nous permet de retrouver David Dunn, tel qu'on aurait pu imaginer son devenir presque 20 ans après la découverte et l'acceptation surtout de ses capacités. Malheureusement, ce qui était dans Incassable un rythme posé permettant le développement et la montée en puissance d'un personnage ressort trop souvent dans Glass, comme des périodes d'exposition trop lentes et la stagnation de ses protagonistes. On sait bien que les couleurs sont souvent essentielles dans la filmographie de Shyamalan, et dans Incassable, la couleur verte était associée au héros David Dunn, alors que le violet allait de pair avec l'énigmatique Elijah Price. Dans Split, c'est le jaune qui dominait pour le personnage central, Wendell Crumb. Très récemment, Shyamalan a pris la peine d'expliquer sur Twitter l'origine de ses choix. Le vert est associé à David car cette couleur est liée à ce qui donne la vie, or David est le protecteur de la vie. Le violet a été choisi pour Elijah Price car cette couleur royale et majestueuse sied à quelqu'un qui se voit comme un personnage principal de comics. Enfin, le jaune moutarde a été attribué à la bête car cette couleur prend une connotation religieuse et mystique dans les cérémonies hindoues et bouddhistes notamment. Or, Shyamalan voit la bête comme une sorte d'apôtre de ceux que la vie a brisés. Lors de mon entretien avec lui, je lui ai demandé ce qui pouvait le lancer sur une nouvelle idée originale de film, que ce soit un personnage, une histoire ou encore une image, voire une couleur. It's one of any of those could be the thing. It could be a character, it could be a moment, a color, a style, but when it starts to become real, it's a premise, so a woman in a car in a field. She's alone in a field in her car. That could be a movie. But now I need to have the premise, and it's the whatever. The day of the alien invasion, and it's all from her perspective in this field, and that now we're into a more real version of a movie for me. On le sait depuis longtemps maintenant, M. Night Shyamalan aime à tenir un discours méta, et avec Glass, il continue à disséquer le genre super-héroïque. Résultat à l'écran, c'est parfois intéressant, mais ce discours peut aussi venir se faire au détriment de l'action, et surtout d'un plein développement aussi bien de l'histoire que des personnages. On peut dire que certains atteignent sans doute une forme d'apogée, mais d'autres sont laissés de côté d'une façon qui peut carrément déplaire ou décevoir.
Dans le deuxième acte du film, trop étiré en longueur à mon goût, la foi des trois personnages principaux en leur capacité est remise en question par le Dr Staple, qui se spécialise dans une forme bien spécifique de mégalomanie. Cette tentative est illustrée dans le film par une pièce rose qui correspond, selon Shyamalan, au rouge qui se dilue dans le blanc et donc à la disparition progressive des couleurs plus vives spécifiques aux comics. Au centre de ce deuxième acte, on trouve surtout la Horde, celui qui souffre de ce trouble dissociatif de l'identité. Le moins qu'on puisse dire, c'est que James McAvoy excelle encore une fois dans sa façon de retranscrire ces personnalités qui cohabitent en passant de l'une à l'autre avec une maîtrise presque hypnotique, ce qui donne au film quelques beaux moments d'émotion et de comédie. Ce qui est plus gênant en revanche, c'est de constater que Shyamalan lui-même semble être tombé sous le charme de la performance de l'acteur, au point de trop délaisser les autres, que ce soit Samuel L. Jackson ou les excellents rôles secondaires, mais surtout, de mon point de vue, David Dunn, auquel le film, dans l'ensemble, ne rend pas assez justice. Et c'est un des grands paradoxes de ce film qui reprend grosso modo le propos d'Incassable, mais en nous frustrant énormément sur le personnage que Bruce Willis fait pourtant l'effort de ramener à la vie, avec une performance certes sobre, c'est justement ce qu'on lui demande, mais une performance réelle à l'écran. Et justement, si le rôle avait été plus étoffé, on aurait à mon avis retrouvé un Bruce Willis comme on ne l'a pas vu depuis une éternité, d'autant plus qu'on découvre son fils, avec le même acteur, ce dernier démontrant un véritable talent. Certes, le film va piocher dans 2 scènes coupées d'Incassable pour faire renaître la magie, mais ça reste insuffisant pour ce personnage pourtant si important. Pour en revenir à la remise en cause de la foi en leur pouvoir, on sent que le plus impacté est justement la Horde, puisque toute sa puissance se situe dans la foi que portent les autres personnalités, en la capacité de la bête à les sauver et à reconnaître les brisés. Cette question de la foi est très présente dans l'œuvre de Shyamalan, et du coup je lui ai demandé si l'objectif poursuivi par Mr. Glass et Elijah Price était justement de réveiller cette foi chez les autres pour que, comme lui, ils croient en l'existence des super-héros. He believes that there must be a higher order to things, and that's in a lot of my movies, this idea of a higher order. So he's born with this disorder, this bone disorder, and he wants to understand it. How does it work in a larger picture? Am I a aberration, a mutation off, and I don't belong here? Or am I part of something even more grand and beautiful? And that's where his mind went, and I'm in that mindset as well. Ce que tout le monde ou presque reconnaît à Glass, c'est une belle réalisation dans l'ensemble, on n'a jamais de mouvement de caméra gratuit, et on a vraiment des plans travaillés. Alors c'est vrai, certaines parties du final pourront décevoir en termes d'ampleur visuelle, mais c'est là une question non seulement de budget, mais aussi une volonté du réalisateur d'ancrer son histoire dans une forme de réalisme. Et pourtant, autre paradoxe, en parallèle de cette recherche de réalisme dans la façon d'implanter le monde très pop des super-héros dans notre réalité, eh bien on manque parfois de cohérence dans le scénario. Et puisque toute cette trilogie tourne autour de la question des ressources qui sont cachées en chaque individu et de croire en l'incroyable, j'ai demandé à M. Night Shyamalan si lui-même croyait aux super-héros. I do. This idea of being something extraordinary inside us and it can be awakened, that's something that resonates with me, as you can see. The subjects of DID and even osteogenesis imperfecta, things that make us extremely unusual, are superpowers. Vous l'avez entendu, il croit donc aux super-héros, et cet amour pour ces personnages, pour ce genre, se ressent dans les meilleurs moments de bravoure du film, notamment dans le premier acte, mais pas uniquement, et donc c'est d'autant plus étonnant lorsqu'il décide de briser certains de ses jouets, en tout cas de mon point de vue, mais pour aller plus loin à ce propos, il est temps de passer à la partie spoiler de cette critique. Je comparais Glass à Incassable, et ce qui est surtout intéressant, c'est la courbe presque opposée que suivent ces deux films dans l'évolution de l'excitation du spectateur. Tout va crescendo dans Incassable, alors que dans Glass, on peut dire que l'excitation des spectateurs va plutôt en diminuant, en tout cas pour se terminer sur un final que je ne qualifierais pas de raté, mais plutôt d'agaçant, voire éventuellement décevant. Je l'ai déjà dit, je pense que dans ce film, David Dunn est totalement sous-exploité, et c'est d'autant plus cruel lorsqu'on en arrive à cette fin tragique et misérable, alors qu'il meurt la tête dans une flaque. Et bien sûr, je comprends la métaphore, il s'agit de pointer du doigt une normalité dominante qui chercherait à casser toute originalité pour faire rentrer tout le monde dans le moule d'une société au rouage bien huilé. Justement, j'ai trouvé que Shyamalan donnait trop d'importance à son message, à cette explication de texte, quasiment, mais pas assez au potentiel de ces personnages, ce qui est quand même un comble lorsqu'on sait que le potentiel est justement au cœur de cette histoire en théorie.
Concrètement, outre David Dunn, on a aussi Casey Cook, qui est aussi totalement sous-exploité. Son personnage n'a au final aucun impact sur l'histoire ou presque. Pourtant, son potentiel est énorme. Cette trilogie manquait d'une super-héroïne, et j'avais espéré en voir une en elle, mais quand j'ai demandé à Night Shyamalan si cette origin story était la sienne, et si elle avait un pouvoir surhumain d'empathie par exemple, le réalisateur m'a ramené sur Terre. Well, you know, I tried to make, you could definitely interpret it that way. I was just trying to talk about what makes DID is almost the violence of physical touch is what causes that disorder. Right at the time when a child needs the reverse, it's getting violent touch, either sexually or just straight violence. And then the cure to it is the opposite. So someone that truly loves him and holds him can do the other. So it's really about that particular disorder. Pour continuer sur cette idée, la bande dessinée que trouve Casey Cook et qui semble correspondre à la bête n'aura au final pas la moindre importance, ce qui va selon moi à l'encontre du credo du film. Et pourtant, quand je lui ai demandé si Wendell Crumb aurait pu devenir un super-héros grâce à l'influence de Casey, voilà ce qu'il m'a répondu. I would think so. That was what yeah, that there's a hero. He's the dual character. You don't know which side he's going to land. He could be the hero or he could be the villain. Et je dois bien dire que la conclusion du film continue de me laisser des sentiments mêlés. D'un côté, je reconnais la beauté, l'émotion de certaines scènes, ainsi qu'une certaine logique dans la mort de ces personnages, lorsqu'on veut inscrire cette histoire dans un contexte qui se veut réaliste. Mais de l'autre, j'ai un peu l'impression qu'on a aussi sous les yeux un enfant terrible qui décide de casser ses jouets avant de les abandonner pour de bon, pour être sûr que personne n'y retouche jamais. On sait en effet que Shyamalan n'a aucune intention de revenir à cet univers. Alors oui, c'est vrai, certains des personnages atteignent une forme d'objectif. Mr. Glass parvient à révéler au monde l'existence de super-pouvoirs. Quant à Wendell Crumb, il meurt auréolé de l'amour de Casey. En un sens, on peut aussi dire que David Dunn est reconnu comme un héros, qu'il sort de l'ombre à titre posthume, et on pourrait y voir aussi une forme d'aboutissement. Toutefois, pour en arriver là, on passe par la coïncidence qui veut faire de Mr. Glass le créateur de la Horde autant que de l'Overseer. C'est un twist sans en être un, tout ça est un peu artificiel, même s'il était presque inévitable que Mr. Glass meure des mains de la bête, évidemment. Et puis surtout, on nous sert cette histoire de société secrète, avec toute cette histoire de tatouage un petit peu foireuse. Alors sur le fond, l'idée est plutôt solide, mais sur la forme, c'est quand même un peu n'importe quoi. Évidemment, comme j'avais eu l'occasion de le souligner lors de mon analyse du premier trailer de Glass, la psychiatre devait avoir un plan. Il devait y avoir une révélation autour d'elle, mais amener cette société secrète sur 5 minutes en fin de trilogie me semble maladroit, et encore une fois, une bonne idée mal exploitée. Concernant maintenant cette fin ouverte, avec ce monde qu'on découvre au travers des yeux des personnages secondaires, à l'aube de la découverte de ses pouvoirs incroyables parmi eux, eh bien, Shyamalan assume totalement. On sait qu'il veut que le spectateur puisse quitter la salle en continuant à former sa propre histoire dans sa tête et ne pas lui imposer un point final définitif. Mon avis sur Glass est tiraillé, vous l'aurez compris. Il mérite d'être vu pour se faire sa propre opinion, ça c'est certain. Ce n'est absolument pas un mauvais film. Il a un propos construit, bien que trop appuyé parfois, et une forme intéressante, mais il m'amène à me poser une question. Est-ce que, à l'image d'Elijah Price, M. Night Shyamalan serait prêt à multiplier les expérimentations, quitte à créer de véritables catastrophes pour le public, tout ça pour permettre à un film singulier et supérieur de surgir de la masse? C'est possible, mais si c'est le cas, je crains que Glass ne fasse pas partie de cette dernière catégorie. Pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, sachant que je couvre des tas de sujets pop culture, je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne, et si jamais ce superbe t-shirt Twin Peaks vous a tapé dans l'œil, je sais, j'utilise toujours la même expression, mais c'est pas grave, les yeux c'est fait pour taper dedans, c'est un boxeur qui vous le dit, eh bien vous trouverez un lien dans la description de la vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!